Madame, Monsieur, bonsoir. Le médiateur reçoit ce soir Monsieur Cherfaoui Mohamed qui a écrit un livre sur la marche noire. Le livre, le voici. Donc, j'ai de la chance de parcourir un livre qui explique et qui parle en fait de les expulsés d'Algérie. Mais pour aller en détail, pour mieux expliquer le contenu de ce livre très intéressant, je donne la parole à Si Mohamed Cherfaoui. Bienvenue sur le plateau d'Al-Mouati. Merci pour votre invitation et je suis très heureux d'être parmi vous. Si Mohamed. Si Mohamed Cherfaoui, pour commencer notre débat autour de ce livre, pourquoi ce titre, La Marche Noire? Alors, merci d'avoir posé cette question, parce que c'est le fondamental de ce livre, à savoir que plus de 45 000 familles d'origine marocaine ont vécu un drame, maintenant il y a plus de 40 ans, il y a 42 ans. Et ce drame, malheureusement, a été enterré avant d'être connu. Et nous essayons, nous les enfants des déportés, de le déterrer, chacun avec nos moyens. Et moi, j'ai choisi la littérature, j'ai choisi de l'écriture. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors la marche noire, c'est pas moi qui l'a décidé, mais il y a quelqu'un qui est décédé maintenant et qui s'appelle Ouaribou Medienne, que les Marocains, notamment à la frontière algérienne, à Oujda, connaissent bien. Et Ouaribou Medienne, le 8 novembre, a dit: le Maroc, Hassan II, a fait la marche verte et moi je vais organiser la marche noire. Donc c'était voulu. Donc c'est une volonté de l'État algérien de 75 d'avoir une réaction par rapport à la marche verte qu'avait organisée le Maroc, qui est une marche pacifique bien sûr. Par contre, la marche noire, comme son nom l'indique, elle était ni pacifique, ni respectueuse des droits de l'homme, ni respectueuse d'un minimum de respect de l'être humain. Mais pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont poussé l'ancien président Boumedienne à faire justement cette marche noire? Alors avant de répondre à vos questions, je voudrais juste faire un préalable. Il faut savoir que l'Algérie a retrouvé son indépendance le 5 juillet 62 exactement. Oui. Ce jour-là, moi je me rappelle beaucoup, j'étais jeune, j'avais 7 ans, et je me rappelais de ce jour-là. Pourquoi? Parce que on habitait dans une cité qui s'appelle Cité Petit, à Oran, et mon grand-père habitait pas loin de chez nous, habitait dans un quartier qui s'appelait Stade de Montréal. Aujourd'hui, il s'appelle Habib Bouaqel, à Oran. Il est très connu puisque c'est le plus grand stade d'Oran à l'époque. Et le 5 juillet 1962, jour de l'indépendance, mon grand-père, qui était trésorier de la section du FLN à Oran, sort avec le drapeau algérien. Et c'était le seul dans tout ce quartier qui avait le drapeau algérien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'État français, notamment l'armée, quand elle prenait quelqu'un avec le drapeau algérien, il pouvait être condamné à mort. Oui. Et le drapeau d'ailleurs, il était caché quelque part
Tout à fait, Voilà. vous avez bien lu. C'est Voilà, bien, j'explique tout à dans fait. mon livre Oui. comment mon Oui. grand-père, Oui. en fait, avait pris un grand risque. Oui. Et j'étais tout petit d'ailleurs, et je me rappelais quand les moudjahidines venaient dans la maison Mm. et que les sections se réunissaient pour savoir comment financer les moudjahidines, comment aller faire la quête de l'argent dans le quartier, ainsi de suite. Et donc voilà, je disais l'Algérie, après son indépendance, et cette indépendance, les Marocains qui vivaient dans ce pays avaient pris le total engagement dans cette indépendance, puisque moi-même, j'ai perdu un cousin qui est décédé en 1958 à Mserguine, c'est au sud de Oran, et qui est mort les armes à la main. Et ce cousin, d'ailleurs, quand mon grand-père et mon père m'en parlaient, quand il venait à la maison, de temps en temps, parce qu'il était moujahid, il disait ça c'est une affaire de nous tous, on doit tous mourir pour libérer l'Algérie, parce que l'Algérie c'est aussi notre pays. Voilà, donc les Marocains ont totalement épousé la cause de l'indépendance, la révolution algérienne. Plus que ça, ils ont joué un rôle fondamental à Oran. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, si je cite l'histoire de mon grand-père, mais c'est l'histoire de beaucoup de Marocains du Rif, en 1923, quand Abdelkrim Khattabi va perdre la guerre avec les Espagnols, il va se rendre chez les Français. Il ne se rend pas aux Espagnols. Eh bien, beaucoup de Rifins vont suivre cet exemple-là. Ils vont partir du Rif et ils vont partir dans la zone contrôlée par la France. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, nous, les enfants et les petits-enfants, dans cette région contrôlée par la France. Et élément important, c'est que ces Marocains qui avaient combattu l'Espagne, l'État espagnol dans le Rif, avaient quelque chose que personne d'autre n'avait dans le Maghreb. Ils avaient un savoir-faire sur la guérilla, puisque c'était les premiers à avoir pratiqué et à avoir, je dirais, sophistiqué, et ils avaient un savoir-faire dans cette guérilla. Et c'est ça qu'ils vont apporter à la révolution algérienne. C'est-à-dire ça va être les premiers qui vont lancer la guérilla à Oran et dans la région oranaise, dans tout l'ouest algérien, parce qu'il y a ce savoir-faire qu'ils avaient. Et c'est ça, c'est à partir de cette région-là que toute la guérilla va se répartir dans l'Algérie. Et la révolution algérienne, je dirais, a pris ses bases sur cette... Et à titre anecdotique, je voudrais juste raconter une anecdote. Quand Ben Bella était au Vietnam, il avait rencontré Ho Chi Minh. Et il lui a dit mais vous avez fait la guérilla, on aimerait bien la faire aussi chez nous. Et Ho Chi Minh a répondu, il dit, tu sais, moi, j'ai copié sur un voisin chez vous là-bas, en Algérie. Il parlait de Abdelkrim Khattabi. Donc, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, les Marocains d'Algérie, voire les Algéro-Marocains, parce que il y avait beaucoup de mixité dans les familles entre Algériens et Marocains, nous avons donné tout ce que nous avons de bien pour que cette Algérie se libère. Ce qui m'a aussi interpellé, M. Mohamed, dans le livre, c'est que à l'époque, le ministre des Affaires étrangères était l'actuel président Bouteflika. Et alors, je lis aussi dans le livre que Bouteflika est né au Maroc, à Oujda. Tout à fait. Donc, un Marocain qui expulse les Marocains d'Algérie. Oui, tout à fait.
L'histoire entre l'Algérie et le Maroc est très, très, très interpénétrée. Abdelaziz Bouteflika est très connu à Oujda. Il a encore sa maison là-bas, la maison de ses parents. Abdelaziz Bouteflika a grandi à Oujda. Les gens d'Oujda le connaissent. Ils disent qu'il aimait beaucoup le halqa. C'est là où il a appris la rhétorique. La rhétorique, le discours. Alors, moi, j'ai des anecdotes sur Abdelaziz Bouteflika, parce que je faisais mes études d'ingénieur à Alger, dans une école qui est l'école des travaux publics à Alger. Et cette école est mitoyenne avec l'aéroport militaire à Alger. Et donc, entre nous qui étions dans l'école et l'aéroport, il y avait un petit fil électrique, un fil métallique, mais on pouvait enjamber et aller de l'autre côté. Et on voyait, puisque j'étais à Alger, moi, dans les années 75, et on voyait Bouteflika accueillir du monde, parce qu'à l'époque, on l'appelait le ministre turbulent. C'était un ministre qui était très jeune, qui avait 25 ans et qui était très turbulent et qui faisait beaucoup, utilisait beaucoup le aura qu'avait le FLN à l'époque, qu'il a perdu dans les pays du tiers-monde, et c'était le porte-parole, et c'est un très bon parleur, hein, il a appris la rhétorique à Oujda, et il a su Et je disais toujours souvent à mes amis étudiants, je leur dis, regardez Bouteflika là-bas, quand on le voyait descendre, je dis, vous voyez, celui-là, c'est un cadeau du Maroc. Il a été formé, il a été financé, il a été au Maroc, et le Maroc, vous voyez ce qu'il a offert à l'Algérie. Oui. Ce roman historique que vous avez écrit, vous avez attendu plus de 40 ans pour l'écrire. Pourquoi, M. Mohamed? Alors c'est vrai, c'est une grande question que je me suis toujours posée. Alors moi, quand j'étais pas expulsé, parce que quand on est expulsé, c'est que par rapport, il y a une loi en Algérie de 65. Par rapport à cette loi, si vous n'avez pas les papiers administratifs, ce qu'on pourrait appeler la carte séjour, ainsi de suite, eh bien, vous êtes expulsable. C'était pas notre cas, puisque nous, on était nés là. On n'est pas venus en Algérie. On était nés et on a grandi en Algérie. Et en plus de ça, nos parents avaient tous les papiers administratifs qu'il fallait pour vivre. Comme des milliers de familles. Voilà, comme des milliers de familles. En fait, il s'est passé une chose en Algérie, c'est qu'en 62, quand il y a eu l'indépendance, le pouvoir algérien a décidé de donner la nationalité algérienne à tous les musulmans. Donc tous les Marocains pouvaient devenir algériens à cette époque-là. Beaucoup de familles, certaines familles l'ont fait, les Marocaines, et d'autres, comme mes parents, l'ont pas fait en se disant on est bien en étant marocain, on n'a pas besoin de changer de nationalité. Et d'ailleurs, on vous a proposé la nationalité pendant l'expulsion et vous l'avez refusé. Tout à fait, je reviendrai sur ce chapitre-là. Oui. Donc je voulais dire que on n'est pas expulsé, mais on est déporté. Oui. C'est-à-dire qu'on a été déporté d'une région qui était notre région, notre ville natale. Vous avez des liens avec votre ville natale qui sont très spécifiques. Et on vous déporte dans une autre région qui est la région de nos parents, mais que nous ne connaissions pas. Nous, on ne connaissait pas Oujda, on venait en vacances à Oujda, mais on ne connaissait pas le Maroc. On était algériens au sens, je dirais, de l'environnement quotidien. De la vie sociale, etc. Tout à fait, de la vie sociale, d'autant plus qu'il n'y avait pas de différence entre nous et les Algériens. On faisait les mêmes fêtes, l'Eid,
les naissances, les ziyadas, Beaucoup de similitudes avec nos traditions. on se retrouvait dans les mosquées, Oui. il y avait rien qui nous différenciait dans le quotidien. On porte les mêmes prénoms, on est assez proche pour dire qu'on était réellement des frères. Voilà, au sens vrai du terme. Alors vous me dites pourquoi j'ai attendu plusieurs années, plusieurs décennies. Quand on a été déporté, personne ne parlait de cette déportation après, dans la famille. C'était chouma. C'était quelque chose qu'on enterrait. Nos parents ont tout investi en Algérie. Ils ne pensaient jamais revenir au Maroc. Et ils se sont sentis trahis et piégés. Et du coup, ils n'en parlaient plus. Et tout le monde avait enterré cette... Donc, comme je dis, vous pouvez tuer quelqu'un en quelques secondes, mais lui, il faut 30 ans pour se réveiller. Il lui faut l'équivalent d'une génération. Et c'était comment l'état psychique de vos parents pendant ces années-là? Comment ils ont très su dur. surmonter justement très dur. cet état psychique? Si j'ai écrit le livre, moi, c'est en premier lieu pour mes parents, pour leur mémoire. Parce que moi, je me rappelle très très bien les premiers jours quand on est arrivé, c'était en décembre, il faisait très froid. Eh bien, ma mère, tous les matins, elle pleurait jusqu'à midi. Elle était en larmes, mais tous les jours. Et nous les enfants, on ne comprenait pas. Et en fait, c'est là où on voit la profondeur de la souffrance. Et ça a duré, je dirais, presque 3-4 ans, comme ça. Et c'est au bout de 3-4 ans qu'on a voulu oublier. Les premiers 3-4 ans. Voilà, les premiers 3-4 ans. Que vous avez vécu, c'est très difficile en arrivant au Maroc. Ah oui, c'était très dur. Le Maroc n'était pas préparé d'abord pour cette arrivée massive Oui, tout à fait. des Marocains. On était quand même, nous par exemple, le jour où on est venu, 45 000 familles. Tout à fait, 45 000 familles. Le jour J où on est venu, nous, le 28 décembre, je me rappelle bien, on était 8 bus, on est arrivé d'un seul coup, donc ça faisait presque 800 personnes qui arrivaient là, et il y avait d'autres bus qui étaient arrivés avant nous et d'autres qui arrivaient après nous. Et on voit à la frontière, quand on arrive, on sent que c'est des réfugiés qui arrivent. C'est des masses les uns derrière les autres. Et c'est ça qui explique d'ailleurs le tableau que j'ai choisi pour mon livre. Voilà, j'ai choisi ce tableau-là qui a été peint par Abdelrahman Zennati, qui est un grand peintre à Oujda, et qui à l'époque, en 1975, Abdelrahman Zennati travaillait à l'hôpital Farabi à Oujda, comme infirmier, et il était de garde. Et l'hôpital venait de recevoir du Wali, qui était à la frontière, un appel, en leur demandant de ramener le personnel et des ambulances, parce que parmi les réfugiés, quand on arrivait nous, il y avait des malades. Alors on se pose la question, c'est quoi des malades? Eh bien, quand on était déporté, si vous avez quelqu'un de votre famille qui était à l'hôpital, vous avez quelqu'un qui vient de naître, eh bien on va avec vous à l'hôpital, on le ramène dans le bus et on le dépose à la frontière. C'est-à-dire il y a des centaines de personnes qu'on a sorties de l'hôpital et qui sont arrivées. Certains venaient d'avoir une intervention chirurgicale la veille, certains venaient de mettre au monde un bébé la veille. Et donc ces personnes-là arrivaient à la frontière et nécessitaient une intervention de l'hôpital. Et donc Abdelrahman Zennati est arrivé à la frontière en ambulance, et quand il est arrivé, il m'a dit: j'ai vu cette masse
de personnes, des jeunes, des vieux, des malades, des femmes, des hommes. Et il a essayé de peindre ça. Et on voit qu'il y a différentes couleurs pour dire qu'il y a différentes personnes, des grands, des petits. Et on voit aussi à leurs pieds, ils ont des pieds qui sont des pieds de ceux qu'on voit dans le Sahel quand ils sont dans la sécheresse. C'est-à-dire qu'on est arrivé, nous, affamés. On était affamés, on a été gardés dans les commissariats 1 journée, 2 jours, 3 jours, sans eau, sans rien. Vous avez pu prendre vos affaires, récupérer vos biens. Comment ça s'est passé concrètement? Alors, ça c'était dans le rêve, oui. Ça c'était dans le rêve. Quand le bus arrive dans le quartier, d'ailleurs si je prends mon cas, moi je suis arrivé en courant parce que je voyais un bus devant notre maison. Donc vous avez deux policiers en civil et 2 policiers armés. Et vous avez une Jeep de l'armée derrière. Et on vous dit, montez dans le bus parce qu'on va vérifier au commissariat vos papiers. On ne vous dit pas qu'on va vous déporter. Et quand vous dites, je veux prendre quelque chose, on vous dit, non, 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 vous laissez tout ici. Et vous me donnez l'occasion de parler d'une date, le 17 décembre. Donc c'était 10 jours avant notre déportation, hein, où moi j'ai vécu dans notre quartier, que j'arrivais de Alger, où je faisais mes études, pour l'Aïd el-Kibir. La fête du sacrifice. Voilà, la fête du sacrifice 3 mois d'Abraham. après vos études, je pense. Tout à fait, j'étais parti en septembre, Oui, oui. Et c'était mon premier retour à Oran. Voilà. Et c'est très bien passé, la joie, etc. de la famille. Tout à fait, tout à fait. Oui. Je suis bien accueilli à la maison, oui, je me rappelle, c'était le 10 décembre 1975, 4 jours avant l'Eid. Et quand j'arrive à la maison, déjà, j'ai des amis que j'ai pas trouvés dans le quartier. Et on m'a dit, bien, on ne sait pas ce qui se passe, mais depuis quelques jours, exactement, ça a démarré le 8 décembre, depuis quelques jours, il y a des cars, des policiers qui ramènent des Marocains au commissariat pour vérification. Et puis on voit plus les familles. Ils disparaissent. Et alors, vous me disiez, est-ce que vous prenez des choses? Et ce 17 décembre, moi j'ai assisté à notre voisin, qui était imam de la mosquée. Et le imam, donc ils allaient aussi le déporter. Quand il voulait monter dans le bus, il avait ses livres de théologie, des livres avec... il faisait ses cours religieux avec ces livres-là. Ses prêches, etc. Oui. Eh bien, il y a un policier qui l'a frappé sur la main pour mettre ça par terre, et en lui disant, nu tu es venu du Maroc, nu tu dois repartir au Maroc. Donc, on ne pouvait rien prendre avec nous. Et personne n'a pris quoi? Personne n'a pris quoi que ce soit. Vos propres maisons, vos propres magasins, vos propres commerces, tout ça est resté en Algérie? Tout est resté en Algérie. Donc mon père a été commerçant, avait des magasins, on avait notre maison, on a des voitures, tout est resté comme ça. Et quand on vous mettait dehors, dans le bus, vous avez un policier qui vient sceller la porte. Donc on n'a plus le droit de rentrer dans la maison. Et tous ces biens-là ont été estimés. Aujourd'hui, on avait fait un congrès à l'université d'Oujda en 2012. Et aujourd'hui, on estime la réparation matérielle à plus de 50 milliards de dollars. En sachant qu'on n'a pas évalué tous les préjudices moraux. Justement, monsieur Mohamed, justement, est-ce que ce dossier est suivi par les organisations internationales des droits de l'homme, etc. Quelle est la situation de ce suivi? Alors, vous m'avez dit, j'ai dit que pendant 30 ans,
et rien ne s'est passé. De 1975 à 2005. À partir de 2005, grâce à la toile et à l'Internet, on a commencé, nous, les déportés, à communiquer les uns avec les autres. Et en 2005, il y a eu la première association qui a été créée à Nador, puisque, comme j'ai dit au départ, une majorité de ces déportés sont médecins. Donc beaucoup sont à Nador, Al-Houssima. Il y a installé à Torque d'une manière générale. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, je reviendrai sur Ain Torque, l'œil du Turc. Et à partir de 2005, on a commencé à parler de cette affaire. Et il y a eu plusieurs congrès. On a fait un congrès international à Rabat en 2014, où nous étions à peu près plus de 200 personnes. Et on s'est rendu compte que certains étaient aux États-Unis, d'autres en France, d'autres en Belgique, en Espagne. Il y a la députée Fatiha Saïdi aussi qui est... Tout à fait, Fatiha Saïdi. À l'initiative d'un projet qui avait commencé en 2012, je pense, si je me souviens bien. Tout à fait, Fatiha Saïdi a fait un grand travail avec nous, et avec moi, puisqu'elle préface mon livre. Hein. Tout à fait, tout à fait. Fatiha Saïdi, elle a une chose commune qu'on partage tous les deux, c'est qu'on est tous les deux nés à Oran. Okay. Elle est aussi née à Oran, ouais. Et ses parents donc avaient aussi immigré, donc elle connaît l'immigration depuis longtemps dans sa famille. Et elle est aussi petite fille d'expulsés. Ses grands-parents à elle, que ses parents sont partis d'Oran pour venir en Belgique, et ses grands-parents sont restés à Oran. C'est un dossier qui la touche directement aussi. Tout à fait. Et donc ses grands-parents ont été déportés en 1975. Et d'ailleurs, sa grand-mère, elle dit oui, ce qui me fait mal, c'est que j'ai laissé un plat, un tagine sur... parce qu'ils ont... Juste après l'Aïd. Voilà, juste après l'Aïd, et les policiers sont venus les prendre vers les coups de midi. Et elle disait, oui, j'avais laissé mon tagine sur le four ce jour-là. Monsieur Cherfaoui, vous êtes l'auteur de ce livre. Vous avez désigné un personnage pour le livre qui s'appelle Aïssa. Pourquoi le choix de ce prénom, Aïssa? Alors, d'abord, je voulais écrire un livre dans les 100 pages qui doit pouvoir se lire en une demi-journée et facile à lire. Tout à fait. Mais je voulais que ça soit un document de référence historique pour marquer la mémoire, parce que pour moi, il y a la déportation et l'oubli, c'est un deuxième crime. Oublier les souffrances de ces 45 000 familles est pour moi un deuxième crime. Et donc moi, je voulais prendre ma part, c'est-à-dire marquer et sur l'histoire, donner la... Et je me rappelle quand j'ai commencé à écrire sur cette histoire, j'ai commencé pendant 3 mois à peu près à écrire, et après je me suis arrêté pendant 6 mois. Pendant 30 ans, je n'avais pas parlé de cette affaire-là. De 1975 à 2005, je n'avais pas parlé de cette affaire-là, et même mes enfants n'étaient pas au courant. Ils savaient que j'étais né à Oran, mais ils n'avaient pas de... Plus que ça. Et mes enfants ont découvert avec le livre la vraie histoire. La vraie histoire de notre famille. Je pense que d'ailleurs, depuis je travaille pas mal sur les réfugiés, les déportés, quand on travaille sur la déportation aussi des Juifs et d'autres communautés en Europe, les Tziganes, tout ça, on dit que l'individu, quand il a été humilié et qu'il a été touché dans ce qu'il a de plus précieux, en l'occurrence, nous, on a été humiliés sur notre honneur, on a été touché dans ce qu'on avait de plus profond. Une manière de se protéger, c'est de faire le déni.
C'est-à-dire pendant 30 ans, moi, je me suis dit, ça, c'est pas arrivé. C'est un mécanisme de défense, comme on dit. Voilà. Je pense que, et je pense par le recul, je me rends compte que ça m'a aidé à se reconstruire. Tout à fait. Parce que vous pouvez quitter votre ville natale si vous choisissez de le faire. Il n'y a pas de trace. Mais quand on vous prend et que nu, on vous met dans un autre pays, même si c'est le pays de vos parents, il y a quelque chose qui passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas au niveau humain. Et je pense que c'est une des raisons qui a fait que pendant 30 ans, j'ai fait le déni. Mais d'un autre côté, je pense que rien ne peut se construire si on ne va pas à la vérité. Tout à fait. Donc après 30 ans, je pense qu'après, vous avez des événements qui vous font réagir. En l'occurrence, moi, en 2005, j'ai perdu ma mère, Allah yarhamha. J'avais perdu mon père depuis longtemps, qui, depuis qu'on est venu de l'Algérie, eh bien, il a eu des problèmes, des maux de cœur, et il est décédé par une crise cardiaque. Et donc, j'ai perdu ma mère, et c'est à ce moment-là que je commençais à me dire, il faut que je laisse quelque chose. Donc, j'ai commencé à écrire, et quand j'ai commencé à écrire, j'y arrivais plus. Et le fait de prendre un personnage externe à moi m'a facilité de parler de ce qui nous est arrivé. Ce que je raconte du personnage, et en même temps, je voulais le romancer. Je voulais le romancer pour que le lecteur puisse le lire facilement, parce que c'est une tragédie. Tout à fait. C'est que de la tristesse. Donc, si je ne mettais pas du roman et de l'histoire, c'est-à-dire à chaque fois que j'arrive à un endroit, je raconte l'histoire de cet endroit. Quand je pense à la gare de Rouen, eh bien, je raconte l'histoire de la gare de Rouen qui a une toiture avec symbole de la croix chrétienne. Elle avait le croissant musulman sur les sols. Elle avait des fenêtres qui faisaient penser à la religion hébraïque. Donc à chaque fois, je ramène l'histoire, ce que j'aime beaucoup, Amin Maalouf par exemple, parce que il parle beaucoup de romans historiques. Donc j'aime beaucoup le roman historique, et c'est ce que je voulais faire dans mon livre, c'est laisser une trace pour les générations à venir, pour dire voilà ce qui s'est passé, et que c'était totalement injuste, et que c'était gratuit et pas justifié. Monsieur Cherfaoui, dans ce livre, il y a une vérité historique, c'est un roman historique, il y a une réalité historique aussi. Et est-ce que ce livre ne va pas déranger les autorités, l'Algérie, les services d'ambassade, etc. par rapport à ça? Tout ce qui est ici va certainement, pour celle et celui qui le lit, va certainement découvrir une autre version de l'Algérie. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous apprendre que ce livre est interdit en Algérie. Donc, il ne peut pas rentrer en Algérie, même s'il est déjà rentré en Algérie. Il y a beaucoup de gens qui... voilà. Il y a des amis qui l'ont eu. Alors, il est vrai que l'Algérie, comme disent, le hasard a voulu que je rencontre un jour en Libye l'ambassadeur d'Algérie, et en discutant, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux nés à Oran. Et dans la discussion, j'étais amené à lui dire comment j'ai quitté Oran. Et il m'a dit, oui, ça c'est une page noire dans l'histoire de l'Algérie. Donc les hommes, quand vous leur parlez, arrivent à comprendre cette souffrance. Mais l'État algérien, non. L'État algérien, il faut que je vous dise qu'à Bruxelles, beaucoup de nos amis qui organisent des réunions pour faire connaître la tragédie sont intimidés
par les services de l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles. Donc vous allez l'être aussi peut-être demain parce que vous organisez une conférence. Ils seront à l'espace MAG. Oui, donc demain, marhaba bihom, peuvent venir. Donc le 29 du 9 à 19h, donc à l'espace MAG. Donc vous allez organiser une conférence de presse. Une conférence de presse ou une conférence? C'est une conférence sur la marche noire. Sur la marche noire. C'est une conférence sur la marche noire qui intègre l'histoire des Marocains d'Algérie. Alors c'est une longue histoire. Donc bienvenue à tous pour qu'on ait. C'est également Fatih Saidi qui anime cette conférence avec moi. Et d'autres personnes qui participent? Oui, il y a notre ambassadeur Amer qui connaît l'histoire, puisque j'avais fait une conférence à Rabat. Il était venu m'écouter. Très bon connaisseur de l'histoire. Voilà, et il m'avait dit oui, voilà, il a connu cet événement. Donc il est invité également. Le président d'Espace Mag aussi. Monsieur Ahmed Laouj. Voilà, il est invité. Je pense qu'il sera là. D'ailleurs, il vient d'être promu au niveau de ses responsabilités. Du groupe socialiste à la Chambre. Voilà. Tout à fait. Donc je disais, l'État algérien a une solution, c'est lui qui détient les solutions. Vous m'avez dit qu'est-ce que ça a donné au niveau des actions que nous avons menées. Nous avons mené beaucoup d'actions. La dernière fois, j'étais à une assemblée générale de l'ONU à Genève sur les droits de l'homme, parce que cette affaire-là, c'est d'abord une affaire de droits de l'homme. Et il y avait l'ambassadeur d'Algérie à Genève qui est venu et qui ont voulu nous empêcher de tenir l'Assemblée générale. L'animateur, qui était un Suisse, a su mettre les mots pour dire on est là pour discuter. Et finalement, à la fin, j'ai offert le livre à l'ambassadeur d'Algérie à Genève pour lui dire toutes les questions que vous m'avez posées pendant la réunion, vous allez trouver des réponses dans le livre. Je ne sais pas s'il a lu, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme suite, mais je suis pour la vérité pour les deux côtés. Il faut que les Algériens, d'abord, connaissent cette histoire, parce qu'elle a été enterrée en Algérie, complètement. Moi, quand j'étais, par exemple, je faisais mes études à Alger, je n'étais pas du tout au courant qu'on était en train de déporter les Marocains à Oran. Je l'ai découvert quand je suis arrivé à Oran. Justement, nos jeunes d'aujourd'hui doivent connaître cette histoire. Et le livre, donc, La Marche Noire, vous pouvez le procurer. Donc, il existe un peu partout. Il est dans les librairies. Il va être dans les librairies à Bruxelles. C'est un éditeur qui s'appelle À la Croisée des Chemins qui a édité le livre et qui distribue aussi en Belgique. Ok. Voilà. Monsieur Cherfaoui, merci de nous avoir expliqué cette triste histoire de nos concitoyens marocains expulsés d'Algérie. Et j'espère demain assister à votre conférence. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission de ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.